Saviez-vous que nos gènes influencent notre environnement? Chaque personne a une propension génétique. Ce sont nos tendances naturelles, nos centres d'intérêt, nos activités, nos passions, nos hobbies, les métiers qui nous inspirent. Si vous êtes dyslexique, vous avez probablement créé un environnement en accord avec vos forces et limitant vos faiblesses. Donc, vous aurez probablement peu de magazines, peu de livres et certainement pas de bibliothèque à la maison. Mais quelles sont les conséquences pour vos jeunes enfants entre 0 et 3 ans? La réponse est simple, ils risquent d'hériter de vos faiblesses. Dans une vidéo précédente, on avait discuté de comment notre environnement influençait nos gènes. Dans cette vidéo, on voit comment les gènes peuvent influencer notre environnement. On voit aussi comment lutter contre notre propension génétique ou celle de nos enfants pour prévenir la dyslexie. En pratique, c'est très simple. Quand un enfant a des dents qui poussent de travers, on lui met un appareil dentaire. Eh bien, quand un enfant a une fragilité d'acquisition de la lecture, on lui lit, on chante avec lui et on l'engage dans un dialogue quotidien. C'est ce que nous voyons dans cette vidéo. Bonjour, moi c'est JM, je suis doctorant en intelligence artificielle et je travaille sur un outil inclusif d'apprentissage de l'écriture et la lecture pour des jeunes enfants. Un jour, je donnais un cours de vacances à une enfant de 6 ans et je n'arrivais pas à lui apprendre et à la faire lire. Ça m'a beaucoup surpris. Et depuis lors, je suis très curieux de la dyslexie, de comprendre ce qu'il y a derrière, de comprendre les symptômes et l'émergence de ce trouble. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes recherches sur la dyslexie en proposant un angle basé sur la prévention. Donc si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous. Vos gènes influencent votre environnement. Les scientifiques appellent ce phénomène la corrélation gène-environnement. Dans le cas de la dyslexie spécifiquement, cela peut être à l'origine d'un cercle vicieux qui se transmet de génération en génération, où vous créez un environnement peu stimulant pour le cerveau de votre enfant et votre enfant va amplifier sa fragilité d'acquisition de la lecture durant le bas âge. Plus tard, lorsqu'il rentre à l'école, sa fragilité s'exprime puis se développera et il sera désormais trop tard. Il faudra alors beaucoup plus de ressources et de prise en charge pour que l'enfant espère rattraper ses camarades d'âge. Alors, l'enfant aura grandi, il détestera la lecture et le cercle recommencera sans fin. Maintenant, nous allons voir comment votre propension génétique ou celle de votre enfant peut influencer un environnement défavorable pour la lecture. Dans le premier cas de figure, vous avez une difficulté avec la lecture. Donc, vous créez un environnement avec peu de livres, peu de magazines. Même si vous êtes fan de foot ou fan de voitures de course ou de moto ou du Tour de France, il n'y a pas de magazine chez vous. Vous n'aimez pas lire, donc quand votre enfant était petit, vous ne lisiez pas. Par ailleurs, vos enfants ne vous voient jamais lire. Avec un tel environnement, la lecture est une activité aussi étrangère pour vos enfants que le baseball ou le domptage de serpents. Vous permettez à la fragilité génétique de votre enfant de gagner du terrain et de s'exprimer entièrement. Dans le deuxième cas de figure, vous avez beaucoup de livres et de magazines à la maison et votre enfant vous voit lire régulièrement. Vous lui avez même acheté des livres pour enfants et vous avez essayé de lui lire après son goûter ou avant le coucher. Mais il n'était jamais intéressé, il préférait prendre votre smartphone et regarder YouTube ou aller devant la télévision avec un bon dessin animé et vous le laissiez faire. C'est vrai, là, il pouvait rester scotché pendant des heures en étant passionné. Mais c'était là une solution de facilité. Parce qu'en le laissant faire cela, vous laissez développer sa fragilité génétique pour la lecture. Maintenant, comment aller contre votre propension génétique ou celle de votre enfant? Quand un enfant a des dents qui poussent de travers, on lui met un appareil dentaire. Parce qu'il est possible d'influer sur l'évolution des dents et sur la mâchoire des enfants en pleine croissance. Par contre, une fois adulte, la croissance de la mâchoire est terminée. Et donc, il n'est plus possible de la modifier à part avec une chirurgie. Le même mécanisme s'applique pour la dyslexie, mais avec des nuances. Dans le cas de la dyslexie, la situation n'est pas aussi visible qu'avec les dents parce qu'on ne peut pas voir la croissance du cerveau, comme on peut voir des dents poussées. Par contre, on peut avoir un indice. Parce que l'acquisition du langage, donc les mots que votre enfant, le nombre de mots que votre enfant peut dire, est corrélé à sa croissance neuronale. Donc mieux votre enfant saura dialoguer, meilleur est son développement cérébral. C'est un peu ça l'indice que vous pouvez avoir. Maintenant, je vais vous donner 3 habitudes simples qui auront le même effet qu'un appareil dentaire
c'est-à-dire une contrainte de l'environnement qui développera les circuits neuronaux vitaux à la lecture. Ces habitudes ont été proposées dans un rapport de la Société canadienne de pédiatrie et vous trouverez tous les liens dans la description. Je vous encourage à commencer ces activités le plus tôt possible. La première activité, c'est le dialogue. Donc, si vous n'aimez pas lire, pas de souci. L'important, c'est que votre enfant ait une expérience quotidienne du dialogue. On a souvent pensé que plus l'enfant entend de mots, mieux c'est. Mais en fait, le plus important, c'est le nombre de tours de conversation. Pour cela, vous pouvez tirer parti de l'émerveillement de votre enfant. En fait, il est tout le temps émerveillé. Par exemple, vous pouvez vous promener un jour dans un parc et voir un chat. Il va vous demander « Papa, maman, qu'est-ce que c'est que ça ?» Au lieu de juste décrire le chat, vous pouvez dire ce que le chat mange, où est-ce qu'il dort, ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il aime faire, il aime jouer, etc. Vous pouvez lui parler de votre journée ou lui dire ce que vous allez faire. Chaque fois que vous ferez cela, vous explorerez la structure narrative du passé et du futur avec votre enfant et vous l'aiderez à internaliser la notion de temps. Chaque fois qu'il vous répondra, intéressez-vous à ses réponses. Ça peut être un simple babillage, ba, arre, ou un hochement de la tête, la répétition d'un mot, ou bien il peut réagir à une de vos émotions. Il peut aussi désigner des jouets. Dans ce cas, vous pouvez l'encourager à les nommer. Chaque fois que vous ferez cela, vous l'encouragerez à la conversation et vous lui donnerez goût au dialogue. La deuxième habitude, c'est les chansons. Vous pouvez chanter des comptines ou des berceuses de votre enfance à vos enfants. Même si vous ne parliez pas français, vous pouvez chanter des chansons de votre langue maternelle. Parce que les chansons permettent aux enfants d'apprendre les codes du langage. Les rimes et les rythmes développent la conscience phonologique, la conscience auditive, la conscience des sons. Les structures de phrases développent la narration et l'organisation des idées. La mélodie permet d'acquérir une certaine fluidité verbale et développe la mémoire. Si vous manquez d'inspiration, je vais vous fredonner 3 comptines qu'on a tous entendues dans notre enfance. Bon, je n'ai pas chanté depuis plus de 10 ans, mais je tiens à le faire pour participer. La première comptine. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnent les matines, ding dang dong, ding dang dong. Mais vous pouvez aussi leur apprendre les chiffres et les lettres avec les chansons. Par exemple, 1, 2, 3, nous irons au bois. 4, 5, 6, cueillir des cerises. 7, 8, 9, dans un panier neuf. 10, 11, 12, elles seront toutes rouges. Ou enfin, l'alphabet avec l'alphabet de Mozart. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Voilà, donc j'ai juste fait le début pour vous donner de l'inspiration, mais vous pourrez en trouver plein sur Internet. Et enfin, la troisième habitude, la plus puissante, c'est la lecture avant le coucher. Lisez à votre enfant dès le plus jeune âge, à haute voix et le plus souvent possible, tous les jours si possible, avant qu'il n'aille se coucher. C'est certainement l'activité familiale qui stimule le plus les capacités cognitives de l'enfant. Cela l'aide à développer sa capacité de concentration, cela lui permet d'acquérir du vocabulaire, mais aussi ça lui insuffle l'amour de la lecture. Parce que chaque fois qu'il verra un mystère dans les livres, il aura envie de creuser et d'en savoir davantage. Prenez le temps de pointer du doigt les images, de rire, de questionner l'enfant sur l'histoire et d'engager le dialogue dès que possible. Pendant que vous vous blottirez l'un contre l'autre, cela vous détendra.
Mais votre enfant sera aussi rassuré d'entendre le son de votre voix et de sentir votre chaleur. Cela construira une relation saine et sécurisante entre vous et votre enfant. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets les informations sur la corrélation gène-environnement et le rapport de la Société canadienne de pédiatrie en description. Bon, ces temps-ci, je ne publie pas de vidéos régulièrement parce que je suis en pleine rédaction de ma thèse et je suis très en retard. Et donc, j'ai peu de temps pour me concentrer sur la chaîne. Voilà, donc si vous êtes intéressé par mathématiques et que vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je vous encourage à vous abonner. Voilà, allez, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt.